Ministre, maintenant, nous allons laisser la parole au rapporteur de la mission. Donc déjà, nous allons commencer par Monsieur Hendrik Davy pour l'enseignement supérieur et la vie étudiante. Bonjour, Madame la Présidente, Madame la Ministre et chers collègues. En préambule, je ne peux que regretter évidemment l'usage qui est fait encore du 49.3, qui nous privera de l'examen des amendements sur l'enseignement supérieur et la recherche. Cette situation est, vous le conviendrez, Madame la Ministre, relativement kafkaïenne. Alors ce débat aurait été, à mon avis, nécessaire et important, car je ne partage pas, et vous le verrez, le point de vue que vous avez développé dans votre introduction. Vous avez pu le voir dans votre rapport. Alors d'abord, avant de détailler ce budget 2023, concernant la vie étudiante et l'enseignement supérieur, je voudrais rappeler les enjeux liés au partage des savoirs. Rappelons d'abord que le partage des savoirs est intimement lié à leur production. Il n'est donc pas souhaitable de dissocier les deux missions, et c'est pour ça que moi je suis attaché au statut des maîtres de conférences. Selon moi, l'université n'est pas le simple lieu de formation des étudiants à un portefeuille de compétences qui augmenterait leur employabilité. L'université est le lieu de la production et aussi du partage d'un savoir bien particulier, le savoir scientifique. Et ce savoir présente des spécificités sur lesquelles je voudrais revenir en propos liminaires. D'abord, il permet de produire des savoirs de vérisimilitude croissante, ce qui détermine, et vous en avez parlé à la fin, son efficacité, y compris matérielle, sans laquelle aucune innovation, ni technique ni sociale, n'est possible. Ensuite, il s'élabore par un processus social spécifique de sélection des savoirs croissante, de vérisimilitude croissante par falsification. Or, la pensée critique est donc au cœur de la méthode scientifique, et l'apprentissage de cette méthode est au cœur de la formation par la recherche qui est réalisée dans les universités. Je vous rappelle ces évidences pour expliquer pourquoi donner des moyens à l'université, ce n'est pas juste le moyen de produire des innovations qui nous permettraient d'augmenter les profits de nos entreprises ou d'être des leaders dans l'économie de la connaissance. Non, la production des savoirs scientifiques est essentielle, car ces savoirs contribuent à trouver des solutions pour répondre notamment aux défis écologiques qui sont devant nous. Et la production des savoirs scientifiques en sciences sociales est aussi essentielle, car ces savoirs contribuent à l'émancipation de toutes et tous, en décryptant les mécanismes sociaux qui produisent et entretiennent les oppressions comme le sexisme et le racisme ou l'homophobie. Former plus d'étudiants à l'université permet le partage des savoirs et de la pensée critique. C'est donc une des conditions essentielles de la démocratie dans un monde de plus en plus complexe. Nous pouvons donc que nous féliciter de l'augmentation du nombre d'étudiants de 2,3 à près de 3 millions de 2010 à 2022, car l'université, selon moi, constitue un des piliers essentiels de notre démocratie. Mais pour cela, il faut préserver deux caractéristiques essentielles du champ scientifique, la liberté pédagogique des enseignants et la liberté épistémique des chercheurs qui doivent pouvoir construire leur programme de recherche en toute autonomie. Or, le champ scientifique a été percuté depuis de nombreuses années, d'une part par l'austérité, j'y reviendrai dans la première partie de mon rapport, et d'autre part par le nouveau cours néolibéral du management de la science, ce qui constitue la seconde partie de mon rapport. Dans le livre intitulé « Gouverner la science », Anatomie d'une réforme 2004-2020, Joël Leily et Christian Topalov expliquent que l'autonomie des universités s'est faite, selon eux, contre l'autonomie des universitaires. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu, dans ce rapport, dresser un bilan du processus d'autonomie des universités lancé il y a 15 ans. Alors, commençons par analyser le présent projet de loi de finances. Le programme formation supérieure verrait ses crédits, vous l'avez dit, augmenter en valeur de 4,9%. Pourtant, et je tiens vraiment à ce que les députés aient conscience de ça, cette augmentation du financement de l'enseignement supérieur doit être fortement relativisée. Tout d'abord, une part importante de cette augmentation est imputable à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. Ainsi, 403 des 600 millions d'euros supplémentaires prévus dans le PLF seraient consacrés à cette hausse de la valeur du point d'indice. Or, cette mesure, qui était indispensable, évidemment, est tout à fait insuffisante pour contrecarrer la perte de près de 20% de la valeur des salaires des fonctionnaires durant les 2 décennies écoulées. C'est vraiment 20%. De plus, si la compensation de son coût pour les établissements est bien prévue par le plan de loi de finances, il n'en a pas été de même jusqu'à présent en 2022. Ensuite, les crédits qui figurent dans le PLF sont libellés en euros courants. Or, on a une inflation qui est estimée par le gouvernement à 5,2% en 2022 et 4,2% en 2023. Une augmentation de 4,9% des crédits de paiement correspond en vérité à une baisse des dépenses, Madame la Ministre. Parmi les postes de dépenses des établissements, la prise en charge du coût de l'énergie est celui appelé à connaître la plus forte augmentation. Pour les universités, le surcoût atteindrait 200 millions d'euros en 2022 et entre 200 et 400 millions d'euros en 2023. Madame la Ministre, vous avez annoncé la création d'un fonds d'intervention doté de 275 millions d'euros pour faire face aux besoins de l'enseignement supérieur et de la recherche concernant l'énergie. Pouvez-vous prendre l'engagement de compenser intégralement l'augmentation du coût? Concernant le programme vie étudiante maintenant,
Le projet de loi de finances prévoit une légère augmentation des crédits en valeur par rapport à la loi de finances initiale de 2022, 3,13 milliards contre 3,08. Toutefois, il est plus pertinent de prendre comme point de comparaison les crédits issus de la loi de finances rectificative adoptée en août, qui prévoyait notamment la revalorisation des bourses à hauteur de 4%. Or, en tenant compte des 85 millions d'euros engagés à partir de la rentrée au titre de cette revalorisation, finalement, les crédits prévus par le PLF sont en réalité en baisse, environ de 38 millions d'euros d'autorisation d'engagement. Madame la ministre, comment expliquez-vous cette diminution des crédits, alors même que les effets de la revalorisation des bourses se feront sentir pour la première fois durant une année complète seulement cette année, et qu'une augmentation de 0,54% du nombre d'étudiants boursiers est attendue? Par ailleurs, la revalorisation des bourses est toujours limitée à 4%, alors que l'inflation atteint 6,2%. En d'autres termes, le gouvernement semble accepter que les étudiants les plus pauvres voient leurs revenus diminuer en termes réels. J'en viens maintenant aux conclusions de mon travail sur le bilan des réformes de l'enseignement supérieur et plus particulièrement de l'autonomie des universités. En premier lieu, depuis 2007, les crédits exécutés sur le programme 150 ont certes augmenté de 3,3 milliards, mais cette augmentation n'a pas suivi l'augmentation du nombre d'étudiants. Par conséquent, la baisse par étudiant a baissé de près de 10% depuis 2009. J'ai les chiffres, c'est 9,86% si vous voulez savoir exactement. Et le taux d'encadrement est passé de 1 enseignant pour 38 en 2012 à un enseignant pour 47 étudiants en 2019. Les chiffres sont assez implacables. Comme la réussite est corrélée au taux d'encadrement, beaucoup d'études nous le montrent, ces transformations ont échoué à améliorer la réussite des étudiants. Pourtant, c'était l'objectif de la LRU. Ainsi, entre le milieu des années 2000 et 2020, la part d'étudiants sortis sans diplôme de l'enseignement supérieur, 6 ans après avoir reçu le baccalauréat, ce qui me semble être un indicateur plus intéressant que le taux de réussite à la licence, est passé de 20 à 28% en réalité. Donc, ça ne s'est pas amélioré. Il me semble aussi que les incessantes restructurations des établissements ont en réalité réduit la lisibilité du paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Dans le rapport, je donne d'ailleurs la liste exhaustive des initiatives d'excellence et des processus de regroupement. Sincèrement, ça donne le vertige. Enfin, les réformes successives ont surtout abouti, et ça nous l'avons bien montré dans le rapport, à aggraver les inégalités de moyens entre établissements, sous l'effet de leur mise en compétition pour l'accès aux moyens. Au cours de votre première audition, par notre commission, vous aviez, Madame la Ministre, insisté sur le fait qu'il était nécessaire de disposer de moyens, de données objectives. Alors, voici quelques chiffres qui m'ont été communiqués par vos services. Le taux d'encadrement varie du simple au triple d'un établissement à l'autre. 4,2% étudiants à Nice, 14,4% pour Paris-Saclay. La subvention pour charges de service public rapportée au nombre d'étudiants varie de 1 à 7 entre les établissements. Elle est de 4 200 € à Nîmes, 14 000 € à Paris-Saclay et 30 000 à l'École normale supérieure de chimie de Paris. Ces disparités sont d'autant plus préoccupantes que ces calculs ne tiennent pas compte des financements à la fois CPER, PIA et ANR. La conséquence est que les étudiants issus des établissements, notamment expérimentaux, et qui viennent des milieux les moins ouverts, ça des sociologues nous l'ont expliqué, bénéficient des conditions d'études plus favorables et d'un investissement plus fort de l'État. Donc les classes populaires sont encore les perdantes de cette histoire. Cet écart entre la répartition des ressources est inacceptable. Pour conclure, ce budget ne permet donc pas de répondre aux enjeux et de stopper le décrochage de la France en termes d'enseignement supérieur et de recherche, même s'il est en augmentation en valeur. Il est en réalité en baisse de 2,15% en euros constants, une fois la revalorisation du point d'indice pris en compte et une fois l'inflation déduite. Par ailleurs, la logique néolibérale de management est confirmée par le développement du PIA 3 et le renforcement des budgets à l'ANR avec une augmentation de 8,64%. Ces dynamiques ont augmenté les disparités entre universités et cette logique managériale accroît la bureaucratie, sincèrement, tous les chercheurs vous le diront et tous les maîtres de conférences vous le diront, et la souffrance des personnels. Nous avons proposé un certain nombre d'amendements pour aller vers un budget plus ambitieux, une allocation des moyens plus juste. Hélas, vous comprendrez que ces amendements ne seront pas évidemment étudiés et analysés. Donc, je vous invite, moi j'étais pour un avis défavorable à l'adoption de ces crédits, mais le 49.3 nous prive en réalité du débat et du vote. Donc, je vous engage en fait à voter la motion de censure qui est déposée déjà, car c'est le seul moyen. Oui, ça sera le seul moyen, chers collègues, à l'arrivée, et je le dis en tant que rapporteur, ça sera le seul moyen de réouvrir le débat sur les crédits à l'enseignement supérieur et la recherche, parce que réellement, on a vraiment besoin, et j'ai essayé de vous en convaincre en introduction, on a vraiment besoin de moyens et d'une façon différente de répartir ces moyens dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.